Un sujet d'une délicatesse inédite, le gouvernement tanzanien qui annonce qu'il va rapatrier de force les réfugiés burundais à partir du 1er octobre. Il a dit au moment où le ministre burundais de l'Intérieur effectuait une tournée dans les camps tanzaniens pour sensibiliser les réfugiés à rentrer. L'annonce a suscité une véritable levée de boucliers de la société civile à l'opposition. Les réactions ont parlé de cruauté de la part des autorités tanzaniennes. Parmi les dernières réactions, celle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR qui a qualifié cette mesure de rapatriement forcé et se montre d'autant plus étonné que de nombreux Burundais fuient encore le Burundi en craignant pour leur sécurité. Le HCR a par ailleurs exhorté les pays voisins à garder les portes ouvertes pour les demandeurs d'asile burundais. Mais il y a plus fort, c'est l'annonce du CAVIB, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, qui a dit qu'il va porter plainte auprès des instances judiciaires de la sous-région contre le gouvernement tanzanien s'il maintient cette décision. Quelle chance que la plainte du CAVIB porte ses fruits. Qu'est-ce qui peut bien motiver le gouvernement tanzanien en prenant cette décision? La Tanzanie peut-elle faire marche arrière? Voilà bien des questions et bien d'autres que nous allons poser à nos deux invités. D'abord François Bizimana, vous êtes secrétaire de rédaction de la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes également avec Maître Cyriaque Niyibitegeka, membre du CAVIB. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. Au fait, est-ce que vous êtes simple membre ou vous avez un statut particulier au sein du CAVIB? Je suis chargé des relations publiques et du plaidoyer. Eh bien voilà, maintenant nous le savons et donc la prochaine fois on vous nommera par votre statut propre. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette 95e édition du Club de la Presse. On commence par vous, François Bizimana. La Tanzanie a depuis longtemps été accusée de prendre fait et cause pour le pouvoir burundais. Donc cette décision de rapatrier les réfugiés par la force vous a-t-elle étonné? Oui, c'est une décision franchement qui a étonné, qui a été mal accueillie dans les milieux des réfugiés burundais, dans les milieux des ONG nationales et internationales, même des hommes politiques. Ils ont dénoncé... et en parlant pour vous-même et peut-être aussi pour la radio Nzamba. Oui, c'est bon. Moi aussi, tu sais que je suis réfugié. C'est une mesure que je n'ai pas bien accueillie. Alors, c'est une mesure qui vient juste après l'accord de 2018. En 2018, il y avait un accord tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR qui visait au rapatriement, au processus de rapatriement des réfugiés burundais qui se retrouvent en Tanzanie. Alors, grosso modo, l'accord disait que le rapatriement ne sera pas forcé, que le rapatriement sera volontaire. Mais du coup, voilà, on viole cet accord qui est récent, sans pour autant dire d'autres instruments internationaux que Maître Cyriaque va peut-être nous dire un peu. Mais il y a ces accords, il y a ces instruments. Excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qui avait poussé à prendre cette mesure de rapatrier, même volontairement? Est-ce que c'est... Mais si c'est volontaire, il n'y a pas de problème. La question, c'est pour ce rapatriement qui est involontaire, qui est forcé. Alors, quand des gens ont fui, il y a ceux qui ont fui l'actuelle crise. Il y a aussi ceux qui ont fui la crise de 1972, qui sont toujours dans les camps. Donc, il y a parmi les réfugiés, il y a cette hétérogénéité. Oui. Donc, il y a des raisons qui les ont poussés à fuir. Mais ceux qui disent que ceux qu'ils ont fui est toujours là, il ne faut pas les forcer à rentrer au pays. Mais encore une fois, est-ce que cela vous a étonné, étant donné que la Tanzanie a toujours montré, en fait assez souvent, qu'elle était du côté du gouvernement burundais? Est-ce que cette mesure, est-ce que vous n'aviez pas vu venir cette mesure? Franchement, c'est une mesure... Bon, la position de la Tanzanie, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Du fait que la Tanzanie ouvre les grandes portes à un gouvernement qui est la cause même.
Et ces dirigeants actuels du Burundi, ils étaient dans les camps. Ils savent bien l'expérience. Ils étaient dans les mêmes camps, Domtendeli, Donduta, etc. Ils le savent bien. Mais ce qui est surprenant est de voir les mêmes dirigeants aller forcer la Tanzanie. Parce qu'il y a aussi le Burundi qui est derrière l'agenda. Il y a le Burundi qui fait des démarches pour que peut-être les élections de 2020 soient validées par la communauté internationale. C'est pas. Étant donné que la Tanzanie égorge plus de 70% des réfugiés. Regorge. Burundais, oui. Ok. Maître Cyriaque Nivitegeka, vous avez déjà entendu les médias qui rapportent chaque jour la maltraitance que subissent les réfugiés en Tanzanie, notamment des meurtres, de nombreux cas de viol, la fermeture de marchés. Est-ce que le fait de prendre ces décisions, est-ce que ce n'est pas une conclusion logique du comportement des autorités tanzaniennes à l'endroit de ces réfugiés? Je pense que la conclusion logique serait plutôt de protéger ces réfugiés. Parce que et donc de changer d'attitude. Oui, parce que il y a des violations graves de droits de l'homme contre ces réfugiés sur le territoire tanzanien. La responsabilité de la Tanzanie, c'est d'assurer à ces réfugiés une protection physique, une sécurité physique. Donc, le fait qu'il y a des cas de meurtre, de viol, de séquestration, ça ne peut pas expliquer qu'on décide de refouler les réfugiés. Qu'on en arrive là, même pas ça. Parce que la solution à ce problème-là, c'est d'assurer à ces réfugiés une sécurité physique. C'est d'empêcher que des Imbonerakure parviennent à pénétrer jusque dans les camps avec des armes à feu. C'est empêcher que les femmes qui sortent des camps pour aller chercher du bois de chauffage soient objets de viol. C'est empêcher que la police tanzanienne arrête et détienne des réfugiés de façon arbitraire. Donc moi je dis plutôt que ça ajoute au mal que subissent déjà les réfugiés. Le fait qu'on les traumatise encore une fois psychologiquement, ces réfugiés sont déjà traumatisés. C'est des gens qui ont laissé tout derrière eux. C'est une décision difficile. Pour tout réfugié, je pense que nous comprenons la douleur que ça entraîne de voir tout laisser derrière soi. En fait, on laisse toute une vie derrière soi. En fait, c'est une partie. Hein. Mais vu que les médias, même la société civile et même la communauté internationale ont toujours décrié l'attitude du gouvernement tanzanien à l'endroit des réfugiés burundais et que les autorités ont continué à se comporter de la même manière, est-ce que ce n'est pas normal qu'elles prennent cette décision que l'on peut qualifier, que vous qualifiez vous-même d'extrême? Bon, normal dans quel sens? Parce que quand on décrit, dans le sens qu'elle s'est toujours comportée de cette manière-là. Quand on décrit ou quand on lance des alertes par rapport à la situation des réfugiés en Tanzanie, on veut interpeller le gouvernement tanzanien pour qu'il décide en fait de compte d'assurer la protection, d'assurer le respect des droits des réfugiés. Si la Tanzanie ne peut pas assurer ce respect-là, la meilleure option pour ce pays-là devrait être de déférer la situation au HCR, de dire voilà, nous on n'est pas à mesure d'assurer le respect des droits de ces réfugiés-là, alors gare à vous, la communauté internationale, gare à vous, le HCR, il faut trouver une solution pour ces réfugiés. Soit vous les délocalisez dans un autre pays ou vous trouvez une autre solution. C'est ça la solution logique. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas rien qu'il y a des conventions internationales qui protègent ces réfugiés contre le refoulement. Dont la Tanzanie est signataire. Oui, dont la Tanzanie est partie. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. C'est effectivement parce que la communauté internationale était consciente de ce risque-là, surtout pour les pays frontaliers, car réfugiés a demandé
asile dans un pays frontalier, ce risque est toujours réel. Aussitôt après l'annonce par le ministre tanzanien de l'Intérieur en présence d'ailleurs de son homologue burundais, les médias s'en sont aussitôt saisis. Des réactions d'une vigueur sans précédent ont exprimé leur opposition et même le HCR s'y est opposé. François, pensez-vous que cela peut pousser le gouvernement tanzanien à faire marche arrière? Je pense que si on se lève comme un seul homme devant cette situation qui est du tout compréhensible, je pense que le HCR quand même pourra fléchir et revenir sur... plutôt la Tanzanie pourra fléchir et revenir sur sa décision. Parce que c'est une décision injuste. Parce que, on le disait, ce n'est pas parce que la terre tanzanienne est plus fertile, ce n'est pas parce que la Tanzanie est plus vivable que le Burundi en temps de paix. Donc, il y a une raison qui a poussé ces réfugiés de s'installer sur le sol tanzanien et être à l'abri du gouvernement tanzanien, des autorités tanzaniennes. Et donc, ce n'est pas par plaisir qu'ils sont en Tanzanie. C'est pas une promenade qu'ils ont effectuée. Ils sont dans des huttes, dans des conditions intenables. Il y a même le HCR qui a toujours dit que les réfugiés burundais au monde entier sont des réfugiés qui sont maltraités, qui ne sont pas financés. Les moins nantis. Les moins nantis. Alors, qu'est-ce qui pousserait ces réfugiés de rester dans cette situation, de rester dans les cas, alors qu'ils ont chez eux au pays? Donc, la Tanzanie doit franchement arrêter. Avec cette pression, si on continue à faire cette pression, je pense que quand même la Tanzanie pourra fléchir. Et donc pour vous, il faut maintenir ce rythme, cette pression pour que, en fin de compte, la Tanzanie puisse entendre raison. Je pense qu'il faut pousser de loin. Parce qu'on ne comprend pas ce qui pousse la Tanzanie à défendre bec et ongle un gouvernement qui est la cause même de la fuite de ces réfugiés, de cette situation que fait face les réfugiés burundais. Donc, la Tanzanie, j'ai espoir quand même qu'avec cette pression, la Tanzanie pourra revenir sur sa décision. Maître Syria, qui vient de dire que que l'union fait la force et que si la pression se poursuivait, la Tanzanie pourrait faire marche arrière. Je parlais hier avec un défenseur des droits de l'homme et je lui ai posé la question de savoir qu'en pense la société civile, les défenseurs des droits de l'homme tanzaniens eux-mêmes. Il m'a dit, visiblement, c'est assez compliqué pour eux de s'exprimer sur cette question. Pensez-vous que si les défenseurs des droits de l'homme de cette région ne s'y mettent pas, que la vôtre pourrait être bien entendue? Je veux dire, en tant que défenseur des droits de l'homme, on n'entre pas sur la plainte dont nous parlerons dans la deuxième partie. Absolument, absolument. En fait, vous savez, bon, pour les organisations tanzaniennes, c'est compliqué parce que elles subissent aussi des pressions énormes de la part de les gouvernements. Mais au niveau régional, il y a des organisations régionales et des organisations internationales qui ont toujours soutenu, qui ont toujours défendu la cause des droits de l'homme au Burundi. Et ces organisations-là ne sont pas soumises en fait à un droit national. C'est des organisations régionales. Il y en a qui sont basées en Tanzanie, bien évidemment. Il y en a qui sont basées au Kenya ou je ne sais pas. Et ailleurs, vous êtes déjà en dans plusieurs contact pays. sur ce Oui, sujet? oui, nous sommes déjà en contact avec ces pays, plutôt avec ces organisations, et nous travaillons de concert avec elles pour voir effectivement quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre. Ouais. Et donc, pour le moment, vous êtes en train de travailler ensemble et vous pensez pouvoir faire quoi, par exemple? Oui, oui, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de plainte. C'est vrai, on envisage une action judiciaire au niveau régional. Je ne souhaiterais pas donner les détails ici, parce que c'est un projet encore... Vous parlerez de vous tout à l'heure, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà... C'est un projet parce que ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un dossier qu'on doit ficeler, tout ça, tout ça. Il y a des options à envisager, mais nous sommes conscients que c'est pas suffisant, en fait. Parce que c'est une question qui demande des réponses de façon assez urgente. Donc, ça demande en fait la contribution de toutes les personnes, de tous les acteurs en fait. Il faut que chacun en ce qui le concerne. Nous, au niveau du CAVIB, notre part de responsabilité, comme nous sommes une organisation effectivement qui est dans
dans le contentieux judiciaire, dans le contentieux d'intérêt public. C'est ça que nous envisageons de faire. Mais tout acteur devrait voir en ce qui le concerne, ce qu'il peut faire pour sauver ces vies-là. Mais vous avez déjà l'accord de principe du fait de vous mettre ensemble avec les autres organisations de sous-régionales. Absolument, absolument, Oui. absolument. Mais vous, les médias, les organisations internationales, les organisations régionales, tous les Burundais de la diaspora, les Burundais au niveau interne, mais surtout ces réfugiés eux-mêmes. Parce que ils doivent en fait prendre conscience que s'ils ne se défendent pas eux-mêmes, s'ils se défendent, je ne vais pas dire qu'il faut qu'ils engagent... La meilleure défense viendra de Oui, je ne veux pas dire qu'ils engagent ni bataille contre la police tanzanienne, mais il faut qu'ils soient conscients que aller au Burundi, c'est aller à la mort. On le verra notamment sur le plan des conséquences sur ces réfugiés-là vers la fin de cette émission. François, sur un tout autre aspect, est-ce que vous pensez que la visite, la tournée du ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs, je pense, a avancé à cet argument-là, que comme des hommes politiques ont déjà annoncé leur retour au pays pour aller participer aux élections, que la paix règne au Burundi, c'est pour cette raison que les réfugiés devraient rentrer, auraient-ils raison? Normalement, c'est la énième fois que le ministre de l'Intérieur organise des tournées dans le cadre des réfugiés. Même l'année passée, il était en Ouganda. Je ne sais pas si c'est en 2018 ou en 2017. Il a fait une tournée en Ouganda pour aller à Kival pour convaincre les réfugiés de retourner. Mais il a eu une fin de non-recevoir par le gouvernement ougandais. Même en Tanzanie, même récemment en Tanzanie, dans son discours, si vous avez suivi, dans son discours, les réfugiés ne voulaient même pas entendre ce qu'il disait, que la paix... Il le huait. Oui, il le huait. Que la paix est au Burundi, que la paix est revenue. Normalement, la paix ne se dit pas par bouche. La paix s'installe, la paix s'impose. Elle ne se décrète pas. Oui. On la vit. Oui, on la vit. Si la paix est là, tout le monde prendra les bagages et retournera au pays. Donc, ce sera automatique. Comme ce qui les a poussés, à quitter le pays, donc la crise, si la crise est dénouée, les réfugiés eux-mêmes automatiquement sera de retour au pays sans être forcés de rentrer. Seulement, on ne voit pas l'intérêt de la Tanzanie, mais quand même on sait, d'une façon géopolitique, les deux partis au pouvoir, le CNDD-FDD et Chama Chama Pelusi de la Tanzanie, ils ont quand même des liens très étroits. Donc ils veulent conjuguer leurs efforts pour à ce que les élections de 2020 quand même soient perçues comme des élections quand même assez acceptables. Crédibles, acceptables. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la presse. Elle est produite en synergie par les radios RPA Inzamba, Agate Kakao et la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de la décision du gouvernement tanzanien de rapatrier de force les réfugiés burundais à partir du 1er octobre. Dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons de la plainte que le CAVIB compte porter contre le gouvernement tanzanien à la suite de cette décision. Et pour cela, nous sommes avec justement Maître Cyriaque Nibitegeka du CAVIB et François Bizimana de la radio Inzamba. Maître Cyriaque, parlez-nous de cette plainte. Bon, en fait, comme je disais dans la première partie, c'est ce que nous considérons comme notre part de responsabilité. Parce que quand même, c'est une situation grave pour ces réfugiés-là, une situation qui demande le concours des efforts de tous les intervenants, tous les acteurs, tous les acteurs. En ce qui nous concerne, nous envisageons effectivement d'introduire une communication au niveau d'une instance régionale qu'on n'a pas encore déterminée parce qu'il y a plusieurs options, comme je disais avant. Il y a plusieurs options à envisager. Chaque option a des conséquences, a des avantages et des inconvénients, surtout au regard de l'urgence. Parce que vous savez qu'on a un délai limite, on a un deadline qui va jusqu'au 1er octobre. Donc il faut nécessairement faire tout ce qui est humainement possible pour sauver ces vies avant cette date-là. Donc pour nous, effectivement, on est en train de balancer pour voir quelle est la meilleure option. Mais j'invite tous les Burundais
les réfugiés dans d'autres pays, parce qu'il y a des réfugiés quand même qui sont dans des pays plus respectueux des droits des réfugiés. Plus stable. Oui, là je parlais des Burundais de la diaspora, les Burundais au niveau interne aussi, chacun en ce qui le concerne, chacun par rapport à ce qu'il peut faire. J'interpelle aussi les gouvernements de la région, au niveau de la communauté est-africaine, parce que là aussi il y a des dispositions dans le traité de la communauté est-africaine qui concernent la protection des réfugiés. Il y a quand même des dispositions au niveau, parce qu'il y a une convention africaine qui concerne les questions spécifiques des réfugiés. Donc là, j'interpelle aussi l'Union africaine pour qu'en fait, tous les moyens soient mis en œuvre pour assurer la protection de ces réfugiés dans le cadre de ces dispositions internationales. Mais si vous avez décidé de porter plainte dans le CAVIB, c'est que vous vous dites qu'il y a des chances que cela puisse avoir un impact. Absolument, absolument. Sinon, on peut pas agir si c'est pas... Si ça n'a pas, si c'est pas susceptible d'apporter on reviendra sur... Non, je sais te répondre à cette question-là. En fait, le contentieux d'intérêt public, ça fait partie du plaidoyer. Ça fait partie du plaidoyer. Parce que quand on décide de porter une affaire devant une instance régionale, ça fait partie du plaidoyer en fait. On veut en fait que une question donnée fasse objet d'un contentieux devant une structure régionale, une structure judiciaire régionale. Et c'est extrêmement important en fait. Parce que ça atteint des horizons qu'on ne peut pas atteindre autrement. Donc voilà, c'est dans le cadre du plaidoyer, c'est pas dans le cadre... Avant, dans la première partie, il y a quelqu'un qui disait effectivement qu'il y a des procès qui sont toujours pendants devant des instances régionales, et ça dure. En fait, quand on est un juriste, et qu'on décide d'aller devant ces instances-là, on est conscient qu'on ne cherche pas une solution immédiate. Sauf ce qui concerne les mesures provisoires. Parce que ces instances peuvent prendre des mesures provisoires qui apportent des solutions urgentes. Mais pour le fond, on doit garder à l'esprit que c'est dans la logique du plaidoyer. Pour quelqu'un qui n'est pas juriste, j'imagine que vous avez, comme moi, comme vous, j'imagine que vous avez des tas de questions que vous vous posez et peut-être que vous avez aussi des doutes sur la faisabilité de la chose. François. Je ne dirais pas des doutes. Tout à l'heure, tu l'as posé la question de savoir si cela aura un impact. Donc, ils ont porté plainte. Est-ce que ça aura... L'impact est déjà là. Pourquoi tu l'as invité? Tu l'as invité parce qu'ils ont porté justement plainte. Et tu le disais même dans l'introduction de l'émission. Alors, Maître Cyriaque ou bien ses collègues seront invités dans d'autres médias, même les médias tanzaniens. Et donc, le premier impact, c'est d'abord de se faire entendre. Oui. Et cette démarche qui montre d'abord qu'il y a violation des droits des réfugiés en Tanzanie. Si CAVIB se lève, si l'OHCR se lève, si d'autres organisations politiques et non politiques se lèvent. Cela montre cette solidarité, cela montre qu'il y a une violation des droits des réfugiés qui se commettent au jour. Et devant les propos du ministre tanzanien de l'Intérieur, disant quand même que ceux qui résisteront à ce processus seront fusillés, mais c'est grave. C'est grave et je pense que les avocats, ils ont quand même la matière. Ils ont de la matière là-dessus. Ce n'est pas que ça, il faut voir le ton avec lequel il a dit non, je ne peux pas parler normalement de cette question, je dois me lever Ce sont des menaces qu'on ne peut même pas mesurer. Maître Cyriaque, si, je pense que ce n'est pas un premier cas, ce n'est pas inédit de porter plainte de cette manière-là contre un État qui a ce type d'attitude. Est-ce que vous auriez à l'esprit une expérience, un exemple qui aurait marché en faveur des plaignants, par exemple, pour ce qui concerne votre cas? Le cas des réfugiés? Oui, pour le cas, pour une plainte comme la vôtre.
Non, bien évidemment. Vous vous rappelez de la situation des réfugiés, par exemple, qui ont été menacés d'expulsion dans le parc de la Kagera. Je me rappelle pas, c'était quelque part. Non, il y a des situations comme ça. Oui, 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 c'est à l'époque avec le gouvernement Oboté. Oui, ça doit être ça. Bon, voilà, de toute façon, au niveau, par exemple, de la Cour africaine des droits de l'homme, d'ailleurs, moi, je me dis que ce serait intéressant de porter cette affaire-là devant la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que pour les Burundais, on n'a pas la chance, on n'a pas la possibilité, là, de porter devant l'agenda judiciaire régional au niveau de cette structure qui est là, qui coiffe en fait les mécanismes de protection des droits de l'homme au niveau africain, parce que le Burundi n'a pas signé une déclaration qui reconnaît la compétence de la Cour, mais la Tanzanie a signé cette déclaration. Donc moi je trouve que c'est une opportunité de porter sur l'agenda de cette Cour-là, cette question-là des droits de l'homme au Burundi, parce qu'au-delà des droits des réfugiés, c'est la situation des droits de l'homme en général au Burundi, en fait, qui est concernée, en fait. Absolument. Oui. Donc, moi, je trouve que ce serait une opportunité. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable, mais ça nous offre quand même cette opportunité de porter devant l'agenda de la Cour africaine des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en général au Burundi. Mais cela fait quand même près d'une semaine que la décision a été annoncée. Est-ce que le silence de l'Union africaine ne vous inquiète pas? Non, vous savez, l'Union africaine, c'est une structure africaine, continentale. Il y a d'autres défis. Tu vois, ça nous interpelle parce que c'est des Burundais. C'est une situation qui concerne des Burundais. Mais il y a d'autres situations à Libye. Mais ce sont des Africains. Oui, mais il y a d'autres situations à Libye. Il y a d'autres problèmes dans tous les pays de l'Afrique. Et donc, c'est normal que... C'est pas normal, mais ça ne m'étonnerait pas parce que l'Union africaine ne soit pas nécessairement au courant de la situation, parce qu'ils ne font pas du monitoring. Vous n'exagérez pas, là? Je n'exagère pas. Avec ce qui se dit à travers les médias, RFI, je les médias internationaux. Je n'exagère pas parce qu'un officiel, un cadre de l'Union africaine qui est dans son bureau, qui traite des dossiers dans son bureau, aussi longtemps, par exemple, qu'il ne voit pas... Moi, je me demande si les gens de l'Union africaine vous entendez, s'ils ne se sentiraient pas plutôt offensés. Non, pas du tout. De dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Non, vous savez, Franck, on a déjà fait des rencontres de plaidoyer avec ces gens-là, notamment au niveau de la Commission africaine à Banjul. Moi-même, j'y ai déjà été. On a déjà été à Addis Abeba avec ces gens. Quand vous les rencontrez, en fait, vous expliquez la situation du Burundi comme... De A à Z. De A à Z. Ce n'est pas des gens qui ont les yeux rivés sur la situation burundaise. Ils ont d'autres chats, ils ont d'autres dossiers, parfois avec beaucoup plus d'enjeux. Donc c'est le fait qu'il y a un ministre tanzanien qui a annoncé que les réfugiés burundais vont être refoulés. C'est pas quand même une question qui alerte toute l'Union africaine. Ah oui, on comprend très bien. Ça en fait, nous revient, vous allez dans le sens de dire, comme on dit que le Burundi est un petit pays, que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est un peu dans cette logique-là. Non, j'ai pas dit ça. Pas dit ça. Mais ces gens, c'est des fonctionnaires. C'est ce que je voulais dire. Ce sont des fonctionnaires. Ce ne sont pas des activistes de droits de l'homme. Ah, d'accord. François, pour vous, quelles pourraient être les conséquences? Il a un tout petit peu effleuré cet aspect-là. Quelles pourraient être les conséquences de cette décision sur les réfugiés burundais? Peut-être en termes de réaction, ou sur leur psychologie, sur le psychique, etc., etc. Oui, je pense que c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait quand une personnalité comme un ministre qui se lève et dire du ton que le gouvernement de Magufuli va utiliser toutes ses forces pour que ces réfugiés rentrent de gré ou de force. Je pense que c'est franchement une mesure qui a effrayé beaucoup de monde. Moi-même, je suis réfugié. Et quand j'ai entendu les propos, je me suis dit, si j'étais dans ces cas-là, que serait tel mon comportement? Il y a même des cas de suicide qu'on peut s'entendre. On a vu, il y a même quelques mois, on a vu certains réfugiés se suicider lorsqu'on a annoncé qu'ils allaient rentrer de force. Mais il faut s'attendre à ça. Parce que quand un gouvernement dit qu'il va fusiller un groupe de gens regroupés, qui ne bougent pas, vous savez qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas sortir du camp pour aller chercher du bois de chauffage. C'est comme s'ils seraient en prison, donc dans un cas, et la police ou l'armée tanzanienne viendra pour dire, vous rentrez ou vous ne rentrez pas, on va vous fusiller. Imaginez-vous, avec le fardeau qu'ils ont, d'être réfugiés, le statut d'un réfugié,
tout le monde le sait, et les conséquences sont franchement énormes, que ce soit pour des conséquences psychiques, que ce soit des conséquences psychologiques, physiques, etc. Espérons qu'on n'arrive pas à ces extrêmes que vous venez de citer. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Mais je rappelle d'abord que nous comptons désormais également sur vos avis, surtout vous, les confrères et consoeurs journalistes, sur le sujet du jour de l'émission entre mercredi et jeudi, avant donc de passer au studio vendredi. Merci à nos deux invités, Maître Syriac Nivitegeka du CAVIB et François Bizimana de la radio Inzamba Gate Kakawe. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.